J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Électroménager de haute qualité. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, les travaux de réhabilitation vont bon train sur la nationale numéro 1. Le conseil du directeur général de l'agence des grands travaux qui a effectué une visite pour en avoir le cœur net. Et puis nous parlerons de cet accident qui a fait 24 morts sous la grande pluie d'hier. Un autobus de marque Mercedes 207 a fini sa course sous le pont Sendoué au niveau du stade Tata Raphaël. Et puis Matata Pogno a réuni les acteurs en charge des travaux de réhabilitation des infrastructures. Il a été question d'accélérer l'exécution. Une allocation spéciale a été prévue à cette fin. On terminera par la haute cour militaire qui a examiné l'authenticité des documents déposés par la défense dans l'affaire du coup d'État monté et manqué de 1975. À cet effet, la défense sollicite de la haute cour militaire l'annulation de l'arrêt du Conseil national de guerre qui condamne le colonel Omba, ancien chargé de sécurité du MPR. Merci à tous de nous rejoindre. Voilà, c'est au tour du directeur général des grands travaux d'effectuer une visite d'inspection à Mbanza-Ngungu sur la nationale 1, une visite qui intervient après celle du ministre de tutelle. Objectif, se rendre compte du niveau d'exécution des travaux de réhabilitation confiés à l'entreprise chinoise Crekset. Jémy Mamogo, Blanchard Kandolo. Cette visite d'inspection aura permis à la direction générale de la CGT de se rendre compte de l'effectivité et de l'évolution de travaux de modernisation réalisés par l'entreprise chinoise Crekset à Mbanza-Ngungu. Après le passage du ministre de tutelle, Mbanza-Ngungu, ville située à 150 km de Kinshasa, connaît des grands travaux d'Hercule qui portent essentiellement sur la lutte anti-érosive et la voirie urbaine. Pour rappel, le gouvernement, à travers la CGT, avait pris l'option d'ériger le 9e mur de soutenance qui est déjà visible pour la protection de la nationale numéro 1. Les caniveaux sont remis à l'État. La déviation sur l'avenue Tabora est réhabilitée par l'Office des routes. Quant à la spoliation de certains espaces maintes fois dénoncés par les habitants de ce secteur, la situation demeure, déplore cet homme. J'encourage cette initiative, surtout du fait que cette modernisation va stopper ces érosions. Mon seul regret est que toutes les maisons construites anarchiquement sur les grandes artères seront détruites. Le commissaire adjoint du district s'est dit satisfait de cette visite qui semble redonner le moral à la population après la catastrophe de Mbanza-Ngungu. Vraiment, je suis très satisfait parce que l'endroit là, il y avait un bourbier impossible. Mais je vois le travail que l'Office des routes a fait. C'est très attendu. Toute la population est très contente. Le directeur général de la CGT promet la poursuite des travaux jusqu'à la phase finale. Donc nous venons aujourd'hui de boucler la première phase des murets qui devaient soutenir la chaussée et qui devaient permettre d'assainir normalement les eaux. Aujourd'hui, nous venons de clôturer les travaux sur les derniers murets, donc les 9e murets, pour le soutènement ici.
et les travaux vont continuer. Cette descente d'évaluation des travaux confiés à l'entreprise chinoise Crexet s'est terminée par une note de satisfaction. La situation avance plutôt de manière positive. On va parler de cet accident survenu hier vendredi au niveau du boulevard Sendoué en pleine pluie torrentielle. Un autobus de marque Mercedes 207 a terminé sa course sous le pont Calamou, près de la clôture du stade Tata Raphaël. Le bilan est lourd, 24 morts selon la police et les témoins. Marama Fala et Grace Mouila nous relatent les faits. Ils étaient encore nombreux ce samedi sur les lieux de l'accident pour en avoir une idée précise sur la cause de la mort de ces paisibles citoyens. Même si, sur les lieux du drame, aucun signe de la tragédie n'est visible, mais des témoins oculaires relatent la scène. Comme cet homme, lui confirme avoir tout vécu, il dit être parmi l'équipe de sauvetage. Selon ses explications, le véhicule Mercedes 207 qui revenait du Grand Marché est tombé dans la rivière Calamou avec tous ses passagers à bord. L'accident est survenu vers 17 h sous la pluie torrentielle de vendredi. Selon le même témoin, l'accident est dû à un excès de vitesse et au non-respect du code de la route par le conducteur. Une vingtaine de personnes ont péri dans cet accident. Tous les curieux demandent à ce qu'on place de garde-fous de part et d'autre de ce pont et aussi et surtout des séparateurs comme c'est le cas ailleurs. Qu'on mette des garde-fous seulement de part et d'autre. De part et d'autre, qu'on mette seulement des garde-fous. On va parler de ce quartier de Kinshasa très enclavé sur le quartier Jamaïque. Le manque d'infrastructures, de caniveaux, le problème d'insécurité pousse les habitants à lancer le cri de désespoir. Jemima Mogo, Baby Malobo. D'abord, c'est l'accès difficile qui vous accueille autant pour les piétons que pour les véhicules automoteurs. Ce quartier, situé à cheval des communes de Kitambo, de Ngaliema et de Bandalungwa, est enclavé depuis toujours. Les habitants de ce coin de la capitale déplorent cette souffrance et font appel à l'aide des autorités urbaines. Facilement. Mais ceux qui me les bêtis, en tout cas, tous ont un problème. Donc, ceux qui ont Kitambo, là, Kitambo. Donc, ça, bon, même à ta direction abondale, même à ta entrée, il faut que tu lunda bouloulou. Donc, en tout cas, tous ont pas si vraiment. Encore plus loin, le manque d'infrastructures et des caniveaux est à la base des dégâts à chaque averse. Nous demandons à notre gouvernement, à notre bourgmestre, s'il vient d'abord, il vient d'abord nous trancher notre avenir, nous mettre des caniveaux, nous installer comment on peut faire que notre avenir soit d'abord meilleur. C'est ce que nous demandons à notre gouvernement. En dépit de ces difficultés, une note satisfaisante pour ce quartier, l'eau coule régulièrement. Quant à l'électricité, c'est toujours le système de délestage. Le courant est une stabilité. Nombre de courants qui sont de la cana, ils sont et qui sont mingi par rapport à l'autre. Mais tu as la pleine mobilité. Ce qui se courant bien, ils ont mal sur la Jamaïque. Malgré la présence d'un grand terrain de football qui est réputé ce quartier, se trouvant à l'intersection entre trois communes, ses habitants interpellent les pouvoirs publics la construction des infrastructures pour le développement de ce quartier résidentiel. Clôture vendredi à l'hôtel Vénus de l'atelier de démarrage sur la facilitation de l'élaboration d'une lettre de politique sectorielle du secteur urbain. Cet atelier qui a duré 2 jours a évalué une nouvelle politique de la ville en RDC et a relogé décemment les Congolais. Le secrétaire général de l'urbanisme et habitat a clôturé ses assises, Mariam Boya et Dieu merci Sweka. Il ne pouvait clôturer ses assises sans reconnaître les efforts que ne cesse de fournir le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Fridolin Kasweshi Musoka. Pour sortir le milieu urbain des ornières, des sentiers battus pour en faire une lumière qui brille sur une montagne. Grégoire Magema Mayanga, secrétaire général à l'urbanisme et l'habitat, espère qu'après cet atelier, une nouvelle ère commence dans le secteur urbain en République démocratique du Congo. Le nouveau défi du secteur urbain consiste en l'amélioration de la gouvernance urbaine pour que réellement la ville récupère sa place de la fille aînée de la révolution de la modernité. Car si la ville ne revête ses programmes d'avant-garde et ne devienne une priorité nationale, les concepts de l'émergence risquent d'aborder ces rivages avec péril. Ainsi donc, le diagnostic étant connu,
et les remèdes prescrits, il ne reste plus qu'à administrer une sévère cure aux malades, qui est le secteur urbain, et de surveiller de près toutes les longues étapes de sa guérison et de sa convalescence. Par ailleurs, le gouvernement qui a autorisé la tenue de ces travaux, grâce à l'appui technique de la Banque mondiale, s'engage à maintenir cette collaboration jusqu'à la mise en œuvre effective du plan national d'urbanisation du pays. Quel genre de toilettes faut-il utiliser? Les fosses arabes ou les cuvettes fixes? Les habitants du quartier Canada à Kinkole, dans la commune de Ntsele, pour la plupart, utilisent les fosses arabes malgré les conséquences néfastes sur le plan environnemental. Constat sur place avec Rosa Wazi et Grace Moidi. La situation sanitaire actuelle est très préoccupante tant dans des villes et des villages périurbains que dans les zones rurales. Le besoin en latrines publiques et privées est à cet égard un indicateur très simple à observer, critique et très révélateur. De nombreux habitants n'y ont pas accès et n'ont pas la possibilité d'emménager dans leurs habitations faute de moyens et de place. Dans ces quartiers de la commune d'Ntsele, les cuvettes sont à compter au bout de doigts et les fosses arabes foisonnent. Pour ces habitants dépourvus de moyens, c'est recourir à ces fosses arabes malgré ses conséquences sur la santé reste l'issue nécessaire. Toilette il y en a ni a au bâtiment la wana. Na la moi en ko du tinete. Po ezara na la maladie de pe ça va mais ezara ouvert. Pour Dr Pélagie Bouefetissa, médecin au centre de santé Ahmed du centre médical de ces quartiers, déplore cette situation et invite à l'entretien régulier de ces installations hygiéniques, quel que soit le type. Prenons par exemple nous qui sommes de femmes, tellement que nos corps sont tellement ouverts, nous sommes directement en contact avec les infections. C'est ça peut-être que je peux dire. Il est temps que la population s'approprie les normes élémentaires hygiène pour éviter toutes les maladies liées à l'environnement mal entretenu. Le 30 juin prochain, le boulevard Lumumba sera totalement praticable de part en part. Le gouvernement a accordé des allocations spéciales pour que les travaux de réhabilitation s'achèvent dans le délai. Des fonds aussi pour accélérer le programme de réunification du pays par route. Tous les acteurs en charge du secteur étaient autour du Premier ministre Matata Ponyo pour justement en parler. Doudou Ndombe. À travers cette réunion avec les acteurs du secteur des infrastructures routières et les membres du gouvernement, Matata Ponyo a voulu obtenir des garanties de leur part pour l'évolution du programme de la réunification du pays par voie routière. Il est question de 6 000 km des routes en terre. D'autres prestataires sont recrutés en vue de donner un coup de pouce à l'Office des routes pour que les travaux finissent dans le délai. Pour ce qui est du boulevard Lumumba, des allocations spéciales ont été accordées pour sa finalisation. L'objectif étant qu'au 30 juin, le nouveau pont de Gili ainsi que d'autres points chauds devraient être achevés, y compris également la réouverture de la chaussée elle-même. Et Monsieur le directeur général nous confirme aujourd'hui que si nous maintenons ce rythme à la fin de cette année, on devrait être à au moins 90% pour finir cette importante voie dans la capitale. Il faut noter que les travaux ont atteint une vitesse de croisière et devront s'achever dans quelques mois et cette importante chaussée sera ouverte au trafic de manière normale. Le ministre des Infrastructures, Aménagement du Territoire, Travaux publics et Reconstruction était face aux sénateurs ce samedi. Fridolin Kaswechi a répliqué aux préoccupations des sénateurs soulevées lors de la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Bongongo sur la gestion du FONER. Le ministre a axé son intervention sur les questions relatives à la gestion du FONER, à la voirie et à tant d'autres questions ont été soulevées. Serge Côté, Rosil Martin Bouyamba. Il a répondu aux préoccupations des sénateurs. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction n'a esquivé aucune question sur toutes celles qui lui a été adressée par les élus des élus. Quant à la gestion du FONER, notamment en ce qui concerne les routes nationales, la concession Kinshasa-Matadi, mais aussi les questions ayant trait à la voirie urbaine à travers le pays, Fridolin Kaswechi Moussoka
a donné des détails sur le fonctionnement de cet établissement public. Il y a lieu de noter que le FONER et les agences routières travaillent en synergie. Ce qu'il faut noter d'entrée de jeu est que le FONER, comme établissement public à caractère administratif et financier, agit comme une banque d'investissement, c'est-à-dire collecte des fonds et finance des projets préalablement sélectionnés par des agences routières. Le FONER joue le rôle des bailleurs des fonds. Il s'occupe de la collecte des fonds qui met à la disposition de l'Office des routes, de l'Office des voiries et drainage et de la direction des voies de desserte agricole qui sont les bénéficiaires en vertu de l'article 32 du décret numéro 08/27 du 24 décembre 2008 portant création et statut du FONER. Par ailleurs, le ministre est largement revenu sur les travaux d'entretien des routes et lutte anti-érosive en cours en Bazangungu. À ce jour, une voie de déviation a été aménagée afin d'assurer la circulation et de libérer la route en vue de permettre la bonne exécution des travaux de construction de 9 mirets de soutènement qui sont pratiquement finis. L'auteur de la question a clôturé son initiative par une série de recommandations adressées au gouvernement. Toutefois, Fridolin Kassuechi a rassuré que son ministère reste ouvert à toutes les suggestions et contributions des élus allant dans le sens de doter le pays des infrastructures routières de qualité. À l'Assemblée nationale, la procédure de désignation des personnes qui composent le nouveau bureau de la CENI a débuté ce samedi. Tous les présidents des groupes parlementaires ont émis un point de vue sur la procédure de désignation et sur la qualité des membres. Déjà à l'UDPS, 2 points se dégagent entre l'UDPS FAC et l'UDPS et alliés. Serge Koueté et Nadine Laing rapportent. La démarche est tout à fait normale étant donné son pouvoir sous cette institution d'appui à la démocratie. Ce débat engagé sur la procédure de désignation des membres du futur bureau de la Commission électorale nationale indépendante a pour objectif d'éviter toute confusion et l'ingérence dont le chef des différentes composantes devront déléguer leurs membres au bureau. Tous les groupes parlementaires sont mis à contribution pour y parvenir. Nous voulions, je crois que le président a bien voulu que nous puissions débattre, qu'on trouve des pistes et des solutions par rapport au mode de désignation, comment cela va se faire dans nos groupes politiques, parce que cela doit se faire au sein de l'Assemblée nationale. Et nous devons nous mettre d'accord sur les fondamentaux. C'est pourquoi nous sommes en train de discuter. Chacun de nous donne son point de vue. Et au niveau de l'opposition, nous avons aussi pensé qu'il fallait faire attention sur l'immixtion de la majorité dans nos affaires de l'opposition. Mais déjà, une confusion règne du côté de l'UDPS et alliés comme groupe parlementaire et UDPS Force acquise au changement. Un certain nombre de membres du groupe UDPS FAC, c'est le groupe qui a été constitué régulièrement au début de cette législature. Certains membres se sont soustraits et ils ont fait signer un papier à d'autres pour dire que les groupes changeaient de nom. Et ça, c'est contraire au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a des esprits faibles qui sont venus à l'Assemblée nationale croyant que c'est un moyen de s'enrichir. Et les gens viennent faire de l'argent ici. Donc, ils ont peur de ceux qui leur disent la vérité. Pour Jean-Claude Ouvouemba de l'UDPS et alliés, la voix de la majorité devra primer dans la désignation du délégué au bureau de la CENI. Il n'y a pas confusion, il n'y a pas confusion. Nous devons dire la vérité. La majorité a toujours été majorité dans n'importe quel sens de scrutin, d'entente même familiale. Il y a 37 députés nationaux UDPS et alliés qui ont signé la dénomination de l'UDPS allié pour mettre fin à l'UDPS FAC. Tout simplement pourquoi? Parce que la population ne se retrouve plus. Il y a 2 FAC. FAC Martin Fayilou et FAC Lissanga Bonganga. Les difficultés de dégager les consensus sur les 4 membres à installer dans la CENI restent prémonitoires à l'opposition politique congolaise, elle qui a toujours fait montre de l'incapacité à faire bloc devant les enjeux de taille. Le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vounabandi, a procédé vendredi à l'ouverture officielle des plis des dossiers introduits par différentes entreprises qui ont souscrit à l'appel d'offres du gouvernement pour l'acquisition des matériels roulants et informatiques. Par ce geste de transparence, le ministre du Plan pose les jalons du processus de recensement général. Oscar Bakandoa.
On en sait un peu plus sur les noms des différentes sociétés qui ont répondu à l'appel d'offres du gouvernement relatif à l'acquisition des matériels roulants et informatiques devant rendre opérationnel le processus de recensement général de la population. Il s'agit notamment de Tractafrica. Le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité a promis un traitement équitable et transparent de ces candidatures. Le recensement général de la population de l'État, c'est un projet très important que nous avons lancé depuis quelques temps, qui va s'étendre sur 3 ans, 2013, 2014 et 2015, et qui a besoin d'importants moyens pour son bon aboutissement. Là, nous venons de lancer la commande de plusieurs véhicules, environ 81 véhicules qui vont être fournis incessamment par les différents ou par l'un des soumissionnaires parmi les 3 qui ont déposé leurs offres. Là, nous venons de procéder à l'ouverture des prix. Nous avons tenu à ce que cela se fasse dans la plus grande transparence. Chacune de ces entreprises a présenté un dossier détaillé et chiffré au regard de l'offre du gouvernement qui est répartie en 4 lots. Les différents prix ont été avancés par ces entreprises. La plus offrante devra fournir au bureau central de recensement un lot de matériel roulant. A noter que cet appel d'offres intervient dans le cadre d'une commande importante pour le recensement général de la population qui s'étendra sur 3 ans, dont la première étape consistera en la cartographie, la deuxième au recensement pilote, la troisième au démembrement exhaustif et la quatrième au traitement des données. Troïka spéciale à l'hôtel du gouvernement. Autour du Premier ministre, le gouvernement va procéder à la validation de la nouvelle matrice dans le but d'harmoniser avec le FMI. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre du budget, fait le point sur cette rencontre. Vous rappellerez que lundi dernier, nous avions annoncé que non seulement le dossier Comidé était derrière nous en ce qui concerne nos relations avec le Fonds monétaire international, mais que la Banque mondiale était aussi sur le point de passer en son conseil d'administration la nouvelle stratégie d'assistance pays, donc le nouveau cadre qui va régir les transactions financières entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. Mais il était convenu que nous, au niveau du gouvernement, nous validions cette nouvelle matrice de gouvernance économique qui renferme un certain nombre de mesures existantes, mais il y a aussi quelques nouvelles mesures dans le domaine de la gouvernance, dans les secteurs forestiers, dans les secteurs miniers, dans les secteurs des hydrocarbures, dans les finances publiques. Voilà ce qui a expliqué cette réunion extraordinaire ce vendredi. Pendant que les Nations Unies ont donné leur feu vert du déploiement de la région d'une brigade d'intervention, les rebelles du M23 seraient déjà dotés des missiles solaires et autres armements lourds pour tenir tête à la brigade internationale. Les observateurs voient en cela le début du langage des armes, mais dans tout cela, les FRDC ne sont pas dupes. Les forces loyalistes se seraient déployées sur plusieurs fronts. Suivez à ce propos ce commentaire de la rédaction avec Eric Makoulou. Parlons à haute voix pour dire qu'on tend vers le langage des armes avec les rebelles du mouvement du 23 mars, autrement dit M23 qui défie les forces armées de la République démocratique du Congo et les Nations Unies à travers la brigade d'intervention intégrée au sein de la MONUSCO. Cette force spéciale composée des militaires sud-africains, malawites et tanzaniens a déployé aux côtés de la mission pour la stabilité du Congo est autorisée à effectuer des opérations offensives ciblées. Cela non seulement contre l'M23, mais aussi contre les autres groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 qui ont suspendu leur participation aux négociations entreprises depuis décembre 2012 avec les gouvernements congolais à Kampala conditionnent la reprise de pourparlers à un cessez-le-feu. Or, officiellement, la trêve est démise depuis que les deux parties sont autour d'une table. À part quelques escarmouches enregistrées parfois, l'attitude du mouvement rebelle se justifie par le fait qu'il s'oppose au déploiement de cette brigade d'intervention des Nations Unies. D'ailleurs, le chef de sa délégation à Kampala, René Abandi, l'a clairement fait savoir avant de quitter la table des négociations en faisant remarquer, je cite, « Le dialogue avait été perturbé par la décision des Nations Unies d'autoriser dans la région les déploiements des casques bleus susceptibles d'attaquer les combattants du M23 » avant d'ajouter «
Le gouvernement congolais ne parviendrait pas à résoudre les conflits dans l'est du pays par la guerre. Fin des citations. D'où leur vient cette arrogance, si ce n'est des assurances de leurs parrains pour leur appui tant logistique que militaire. Ces rebelles du M23, à en croire des sources généralement bien informées, seraient déjà dotés de missiles solaires et autres armements lourds pour tenir tête aux adversaires. Il n'est fait l'ombre d'aucun doute que le M23 serait mis sur les pieds de guerre depuis que les Nations Unies ont donné leur feu vert au déploiement dans la région d'une brigade d'intervention. Ajoutez à cela le retour au Nord Kivu d'environ 500 combattants du M23 qui, en désaccord avec la faction des Sultani Makenga, s'étaient réfugiés dernièrement au Rwanda. Sans oublier le renforcement d'une administration parallèle au Nord Kivu. Seulement, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas dupes. Elles seraient aussi déployées sur plusieurs fronts, c'est dire que le décor est planté pour le langage des Arabes. La Haute Cour militaire a examiné ce vendredi l'authenticité de documents déposés par la défense dans l'affaire coup d'État monté et manqué de 1975. À cet effet, la défense sollicite de la Haute Cour militaire l'annulation de l'arrêt du Conseil national de guerre qui condamne le colonel Omba, ancien chargé de sécurité du MPR. C'était au cours d'une audience publique. Maria Mboya. L'affaire coup d'État monté et manqué de 1975 n'est toujours pas finie. La défense sollicite aujourd'hui de la Haute Cour militaire l'annulation de l'arrêt pris en son temps par le Conseil national de guerre qui avait condamné le colonel Omba Penedjunga, ancien chargé de sécurité de Marshal Mobutu, à la peine de mort pour haute trahison. Par manque d'archives capables d'étoffer le dossier, le ministère public s'est résolu de recourir aux travaux de la commission de la Conférence nationale souveraine sur ces dossiers. Est-ce que le déroulement du procès et les condamnations qui s'en sont suivies sont-elles ou sont-ils ceux qui se retrouvent dans le document nous présenté? C'est là la question. Et c'est pour cela que la Cour revient sur l'arrêt. C'est le fondement. L'audience est remise au 15 mai prochain, le temps de permettre au ministère public de réunir tous les éléments nécessaires pour soutenir son action. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche dans le cadre du journal qui relate les faits marquants de la semaine. Au revoir et surtout, portez-vous bien. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.